Donc dans la vidéo précédente, ce qu'on a vu, c'est que afin d'apprendre un système de classification, un système de prédiction, on avait à avoir besoin d'un ensemble d'entraînement, d'un ensemble d'évaluation, et puis que sur l'ensemble d'entraînement, on allait apprendre un modèle et qu'on allait tester la performance de ce modèle sur un ensemble d'évaluations. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est d'un point de vue mathématique, comment ça se formalise, tout en se disant que si on regarde ça d'un point de vue mathématique, c'est pour ensuite être capable de traduire ça en langage informatique et donc de l'implémenter. Alors mon premier transparent, il s'appelle J'aime pas les maths parce que usuellement un certain nombre d'entre vous, quand on parle de maths, ça leur fait un petit peu peur, c'est votre culture d'informaticien. Ce que je voudrais juste voilà, dire dans ce transparent, c'est que les maths, c'est un langage comme un autre, c'est un langage qui nous permet d'être relativement synthétique pour décrire quelque chose, et donc que finalement, entre les maths et l'informatique, il n'y a pas une si grande différence. Alors je vous donne juste un exemple, hein, et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, si je vous définis une fonction f euh, qui va d'un ensemble Rn, par exemple, dans un ensemble R, donc qui prend en entrée un vecteur et qui donne en sortie une valeur, un scalaire, une valeur un double, ben, la traduction, on va dire, littérale, et là je vous fais une traduction en Java, hein, c'est d'écrire une fonction, voilà, f qui va prendre en entrée un vecteur v, donc une classe vecteur v, et puis qui va donner en sortie une valeur qui est un double. D'accord, c'est pour vous dire que voilà, qu'il y a une traduction, on va dire, littérale quasiment, entre la notation mathématique et puis la notation usuelle en Java, et que c'est à ce type de fonction-là qu'on va s'intéresser maintenant. Alors comment est-ce qu'on va définir finalement notre problème d'apprentissage? On va considérer tout d'abord qu'on a un certain nombre d'exemples d'apprentissage. Un exemple d'apprentissage, c'est une donnée et puis une annotation ou une étiquette. On va, dans cet enseignement-là, se restreindre à un cas simple d'apprentissage qui est la classification binaire. Et dans la classification binaire, on considère qu'une donnée peut être soit négative, soit positive. Donc négative, ça veut dire que son étiquette sera -1. Positif, son étiquette sera +1. Et ça, c'est la définition générique d'un problème de classification binaire qui correspond en réalité à beaucoup d'applications. Si par exemple je veux prédire est-ce qu'un document textuel parle de sport ou pas, bah, ça va être un problème de classification binaire. Positif, ce sera oui, ça parle de sport. Négatif, ce sera non, ça parle pas de sport. Si je veux savoir si une image contient une voiture, ben là encore, c'est un problème de classification binaire avec +1. Oui, l'image contient une voiture. -1, non, l'image ne contient pas de voiture. Finalement, la classification binaire, c'est une tâche générique qui correspond à plein d'applications. Une application où j'ai des données, puis je classe en c'est bien ou c'est pas bien. Vous verrez que quand on fera Pac-Man, la question qu'on se posera, c'est est-ce que aller à gauche c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que aller en haut c'est bien ou c'est pas bien? Et donc avec ce formalisme de classification binaire, on est finalement capable d'attaquer beaucoup d'applications réelles. Alors notre ensemble d'apprentissage, il a n exemples. Chaque exemple va être un couple. Donc dans ce couple, on aura d'une part une donnée, la donnée x, qui va décrire l'information qu'on va donner en entrée de notre système d'apprentissage. Par exemple, dans le cas qu'on a vu jusqu'à présent d'annotation d'image, bah, x, ça va nous décrire une image. Et puis y, ça va être ce fameux label qui va être soit -1, soit +1. Et ce label aura été fourni par un annotateur humain dont le travail ça aura été de regarder un ensemble de données et puis d'associer lui-même une catégorie +1 ou -1 à chacune des données. On a grand N exemple d'apprentissage, donc grand N couple entrée, sortie, entrée et catégorie +1, -1. Et puis on va se mettre dans un cas où finalement nos données d'entrée sont elles aussi assez génériques. On ne va pas s'intéresser à faire juste de l'apprentissage sur des images ou alors de l'apprentissage sur des textes par exemple. On va se mettre dans un cadre où nos données xi sont décrites par un vecteur de taille petit n, d'accord. Donc on considère que n'importe quelle donnée est un vecteur. Alors pourquoi est-ce qu'on prend des vecteurs? On prend des vecteurs pour deux raisons. D'une part parce que le vecteur c'est une information qu'on sait bien manier parce que ça fait longtemps que les mathématiciens notamment s'intéressent aux problèmes dans des espaces vectoriels.
Donc ça, c'est quelque chose qui veut dire qu'on a beaucoup d'outils mathématiques pour manipuler des vecteurs. Et puis il se trouve qu'en fait, un vecteur, c'est une représentation assez naturelle de pas mal de données. Une image, on peut voir ça comme un vecteur de pixels, c'est une matrice, mais si on aligne les colonnes, ça fait un vecteur. Un document textuel, par exemple, ça pourrait être représenté par un vecteur de fréquence de mots, où on aurait la fréquence de chacun des mots, et puis tout un ensemble toutes les données que vous allez rencontrer, alors pas toutes, mais une grande partie des données que vous allez rencontrer peuvent être naturellement représentées sous forme de vecteurs. Alors le choix de la représentation vectorielle, on y reviendra un petit peu plus tard, et je vous montrerai qu'il y a des méthodes génériques qui permettent de transformer des données en vecteurs, et donc développer des systèmes d'apprentissage sur des vecteurs, c'est pas restrictif en fait. On a nos données x, y. Qu'est-ce qu'on cherche à trouver de manière automatique? Ce qu'on cherche à trouver de manière automatique, c'est un classifieur, c'est une fonction qu'on va apprendre. Et notre classifieur, il est décrit ici par une fonction f. Et qu'est-ce qu'elle fait, notre fonction f? Elle prend en entrée un vecteur et elle est capable de prédire un score qui est un réel. Alors pourquoi est-ce qu'on prédit un score et non pas plus 1, moins 1, c'est pour des raisons mathématiques sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard, mais l'idée qui est derrière, c'est ce qui est écrit en dessous, c'est que si le score prédit est supérieur à 0, donc j'ai une donnée x, j'applique la fonction f à ma donnée x, à mon vecteur x, si le score prédit est supérieur à 0, alors on va considérer que le classifieur prédit plus 1, la classe plus 1, et si le score prédit est inférieur à 0, on va considérer que le classifieur prédit moins 1. Donc, comme synthèse, on a grand exemple d'apprentissage. Ces exemples, c'est des couples vecteurs d'entrée, étiquettes. Les étiquettes, c'est soit moins 1, soit plus 1. Et sur un ensemble d'apprentissage, on a envie de trouver une fonction f qui, une fois apprise, sera capable, à partir d'un vecteur, de calculer un score qui sera soit positif, soit négatif. Alors, comment est-ce qu'on peut illustrer un petit peu ces différentes notations? On va s'intéresser, comme illustration, à considérer des données qui sont en 2 dimensions, donc nos vecteurs x, qui sont les données sur lesquelles fonctionne le classifieur, seront des données en 2 dimensions. Donc si j'ai des données en 2 dimensions, je peux les représenter sur mon transparent, je peux les représenter dans le plan. Alors je fais un axe, voilà, un espace vectoriel en 2 dimensions. Et puis j'ai des données qui sont des données x. Alors mes données, c'est quoi? Il y a des données dont l'étiquette va être positive, et donc ça c'est mes données que j'appelle plus 1, d'étiquette plus 1, voilà. Et puis je vais aussi avoir d'autres données dans mon ensemble d'apprentissage, qui sont des données négatives, les petits ronds bleus, donc qui sont des données avec une étiquette moins 1. Et finalement, dans cet espace vectoriel, qu'est-ce que je cherche à trouver? C'est une fonction capable de donner un score à n'importe quel point, n'importe quel vecteur de mon espace vectoriel, et une fonction peut être représentée par une frontière de décision, qui est montrée violet. Et cette frontière de décision, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tous les points qui sont de ce côté-là vont avoir un score positif, et puis tous les points qui sont de l'autre côté de la frontière sont des points qui sont prédits avec un score négatif. Finalement, le score f de x sur un vecteur quelconque, que je suis capable de prédire sur n'importe quel vecteur ici, c'est quoi? C'est la distance de ma donnée à cette frontière de séparation. En fait, cette frontière de séparation violette, ce qu'elle illustre, c'est une manière de le dessiner, hein. Ce qu'elle illustre, cette frontière de séparation violette, c'est l'ensemble des points x pour lequel la fonction f de x est égale à 0. Donc cette fonction-là, c'est l'ensemble des points tels que f de x, j'ai du mal à faire mon x, est égal à 0. Ok? Hop, égal. Voilà, égal à 0, c'est pas terrible. Et donc ça veut dire que les points qui sont d'un certain côté, ici à droite, sont des points qui vont avoir un score positif, qui sont à une distance positive de la frontière, et les points bleus ici sont des points qui sont à une distance négative de la frontière. Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'apprentissage dans un espace vectoriel? Faire de la classification dans un espace vectoriel, ça veut simplement dire trouver une frontière de décision qui me met les points plus 1 d'un côté, les points moins 1 de l'autre côté.
Prenons un cas concret d'illustration de ces méthodes d'apprentissage. Ici, j'ai un ensemble d'apprentissage. Alors ici, on va dire que c'est des documents textuels. Il y a des documents, par exemple, c'est du spam. Il y a des documents qui sont interdits aux enfants, et puis il y a des documents qui sont autorisés aux enfants. Je vous laisse deviner lesquels sont interdits et lesquels sont autorisés. Ces documents, on va avoir une première étape qui va être faite manuellement, qui va consister à transformer ces documents comme des points dans notre espace vectoriel, qui est l'espace de représentation des données. Alors j'ai 3 points positifs. Hop, 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 hop. Donc ça, c'est mes 3 documents positifs qui sont les documents où il y a le petit interdit là. Je vais avoir 5 documents négatifs. 2, 3, 4, 5. Voilà, qui sont mes documents négatifs d'apprentissage. Une fois que j'ai transformé ces documents dans un espace de représentation vectoriel, alors qui sera en fait, en réalité, pas un espace en 2 dimensions, ce sera un espace en beaucoup plus grande dimension, mais ici on l'illustre en 2 dimensions. Je vais apprendre mon classifieur, qui est une frontière de décision F, qui met donc ces fameux exemples positifs d'un côté et les exemples négatifs de l'autre. Et puis, quand je vais avoir une nouvelle donnée, donc après l'apprentissage, je vais avoir un nouveau document, qui est celui qui est en bas. Ce document, en utilisant la même transformation, donc on va l'appeler phi, cette transformation, qui transforme un document textuel en vecteur, je vais utiliser la même transformation, phi, et cette transformation va me transformer mon document en vecteur. Donc ce que j'obtiens sur ce nouveau document de test, je m'amuse comme un petit fou avec mes petites couleurs, c'est un point vert dans mon espace vectoriel. Et donc, en regardant de quel côté ce document, ce point vert est par rapport à mon frontière de décision F, je vais être capable de prédire une étiquette. Et donc, dans le cas présent, mon étiquette prédite pour ce petit point vert, ça va être une étiquette négative, parce que il se trouve du côté, entre guillemets, négatif de la frontière de décision. Ok ? Donc je prends des données, je les transforme en vecteurs, j'apprends une frontière de décision, et quand une nouvelle donnée arrive, je prends cette nouvelle donnée, je la transforme dans le même espace, et je regarde de quel côté de la frontière elle se trouve. Et ça va être ça, la classification binaire. Et cette méthodologie, on va pouvoir l'utiliser pour n'importe quel type de données, et n'importe quel type de problème de classification. Alors une question qui se pose par contre, c'est comment est-ce qu'on va trouver cette frontière de décision? Et même avant de se poser la question de comment on va trouver la frontière de décision, une autre question, c'est finalement qu'est-ce qui caractérise une bonne frontière de décision? Alors ici, je vous illustre un exemple de données donc positives et négatives dans un espace en 2 dimensions. Et puis si je regarde un petit peu mieux ces données, finalement, je peux imaginer, moi, plusieurs frontières de décision. Alors, par exemple, une frontière comme ça, qui est pas si mal que ça. Il y a des points rouges d'un côté, les points bleus de l'autre. Je peux imaginer une frontière de décision un petit peu plus fine, qui va passer exactement entre, et puis ici, qui va se balader là, essayer de caractériser mes données comme il faut. Je peux imaginer une frontière de décision beaucoup plus simple, on va dire, qui serait par exemple un trait tout droit. Et puis je peux même imaginer une frontière de décision, alors ça c'est dans le cas où je ne suis pas très très malin, qui serait par exemple une frontière de décision comme ça, voilà, qui me fait un petit peu n'importe quoi. Et donc la question qu'on va se poser avant même de savoir comment trouver une frontière de décision, c'est parmi ces 4 frontières de décision, la verte, la rose, la rouge et la jaune, laquelle est la meilleure? Alors si on regarde ça d'un petit peu loin, intuitivement, déjà on se rend compte que la frontière de décision jaune, elle est certainement pas très très maligne, parce qu'elle n'a pas l'air de capturer la distribution de nos données, elle n'a pas l'air de bien fitter, de bien s'adapter, on va dire, à la manière dont nos données sont réparties dans l'espace. Par contre, entre la rose, la verte et la rouge, le choix il n'est pas simple de déterminer quelle est la meilleure frontière de décision. Alors, quand on apprend un système de classification, on va se trouver confronté à 3 cas possibles. Le premier cas, 2 frontières de décision, c'est ce qu'on va apprendre le sous-apprentissage. Le sous-apprentissage,
c'est une frontière de décision qui apprend pas bien, ça veut dire qu'elle n'est pas capable de bien caractériser mes données. La frontière verte que je viens de vous dessiner, a priori, c'est typiquement un classifieur qui a sous-appris, parce qu'on voit bien que la forme de ce classifieur n'a pas bien capturé la séparation entre les données positives et les données négatives, et donc on imagine que ce classifieur-là, sur des nouvelles données, ne va pas bien fonctionner. Donc un classifieur qui sous-apprend, c'est un classifieur qui caractérise mal les données. Le cas le plus simple de classifieur qui sous-apprend, par exemple, ce serait un classifieur qui serait défini comme une fonction linéaire, dans notre cas ici. Voilà. Si mon classifieur f de x, c'est une fonction linéaire, voilà, f de x égale, alors une fonction linéaire, on y reviendra surtout dans le prochain cours, mais ça peut s'écrire comme un produit scalaire. Je vous raconterai ça un petit peu plus en détail la prochaine fois. Mais si mon classifieur sur mes données est une fonction linéaire, une droite, et ben dans le cas présent, on se dit que ce classifieur va sous-apprendre parce qu'il ne caractérise pas, il n'est pas capable de caractériser bien la distribution de mes données. Donc en fait, le sous-apprentissage, c'est quoi? C'est le fait qu'un classifieur est trop simple pour apprendre comment les données sont dans l'espace. Un autre phénomène auquel on va pouvoir se trouver, un autre phénomène auquel on va être confronté quand on fait de l'apprentissage, c'est le phénomène inverse qu'on appelle le phénomène du surapprentissage. Alors, le surapprentissage, c'est le fait qu'un classifieur, il a tellement pas envie de faire d'erreurs sur les données qu'on lui fournit en entraînement, qu'il va tout faire pour se caler le plus proche possible de ce qu'il a observé. Vous voyez, la frontière de décision que je fais, elle est extrêmement biscornue, parce qu'elle essaye de bien mettre tous les carrés rouges d'un côté et toutes les croix bleues de l'autre côté. L'inconvénient d'un tel classifieur, c'est que ce qu'on se dit, c'est qu'il est tellement proche des données qu'il a observées, que quand une nouvelle donnée va arriver, il va la classer, mais pas exactement au bon endroit. Alors je m'explique un petit peu mieux. Si je prends une donnée, maintenant une nouvelle donnée qui est à la limite de la frontière, vous voyez les petits points verts que je suis en train de dessiner, finalement c'est tellement biscornu qu'il va y avoir beaucoup de bruit à ce niveau-là, et il va peut-être pas mettre des points rouges du bon côté et des points bleus du bon côté. Qu'est-ce que ça raconte le surapprentissage? Ça raconte que quand une fonction de décision est trop compliquée, elle n'est pas capable de bien caractériser les données, parce qu'elle fait une sorte d'apprentissage par cœur. Elle essaye de tellement caler les données, de tellement se régler sur les données, qu'elle ne va plus être capable de prendre des décisions pour des données en général. Tout à l'heure, on a vu que le sous-apprentissage, c'était le fait que notre classifieur était trop simple. Ça veut dire qu'il n'apprenait pas bien. Si je prends un étudiant, que je lui donne des exercices, et que je lui demande de travailler, et qu'une fois qu'il a travaillé, il ne sait toujours pas répondre aux exercices que je lui ai donnés, l'étudiant a sous-appris. D'accord ? Il a sous-appris, il n'a pas assez de neurones dans sa tête, il a fait un apprentissage trop simple, et donc finalement, il n'est pas capable d'extraire des connaissances des données, et donc de résoudre un nouvel exercice. Dans notre cas, si un classifieur est trop simple, il n'est pas capable de donner la bonne étiquette sur une nouvelle donnée. L'effet inverse, ce qu'on appelle le surapprentissage, c'est l'inverse. C'est mon étudiant, il a un cerveau tellement gros que finalement, il va apprendre par cœur la solution à tous les exercices que je lui ai donnés. Mais l'étudiant, s'il apprend la solution par cœur à tous les exercices et que je lui donne un nouvel exercice, il ne saura pas répondre au nouvel exercice. Parce que finalement, ce qu'il aura juste fait, c'est apprendre par cœur. Donc, on a l'effet du sous-apprentissage, c'est je suis trop simple et j'apprends mal. Et l'effet du surapprentissage, c'est je suis trop compliqué et ce que j'apprends, c'est juste des cas particuliers. Et donc, ces deux frontières de décision, celle qui est trop simple et celle qui est trop compliquée, c'est pas celle-là qu'on a envie. Nous, ce qu'on a envie, c'est de trouver un compromis, une frontière de décision qui est un compromis entre trop simple et trop compliqué. Alors voilà, sur cette figure, si j'illustre une frontière de décision qui a sous-appris, c'est une frontière qui est trop simple. Voilà. Là, c'est du sous-apprentissage. Finalement, cette frontière-là, elle n'a rien appris. Si j'illustre maintenant une frontière qui, à l'opposé, est trop compliquée et qui va ici passer dans tous les points exprès pour être sûr de ne pas faire d'erreur, vous voyez bien que cette frontière, elle n'est pas très naturelle, qu'elle a tendance à être un petit peu trop spécifique à ces données-là
et donc certainement elle va pas bien fonctionner, pas bien généraliser. Et donc quelle est la frontière de décision idéale qu'on a envie de trouver? C'est une frontière qui est un bon compromis et qui comprend bien la forme des données. Et c'est un petit peu cette frontière verte que je vous ai dessinée qui est assez simple finalement. Et vous verrez, et ça on le verra dans les vidéos d'après, que voilà, toute l'astuce entre guillemets de l'apprentissage, c'est de trouver, en tout cas de la classification, hein, c'est de trouver un modèle qui est ni trop compliqué, ni trop simple. Et puis on verra un petit peu plus tard aussi qu'en apprentissage automatique, on a des théories mathématiques qui nous montrent que ce compromis entre complexité et puis qualité de la décision, ce compromis entre sous-apprentissage et surapprentissage, c'est quelque chose qu'il faut absolument trouver pour obtenir à la fin un bon classifieur. Alors le bilan de ça, c'est quoi? C'est qu'une fonction qui apprend bien, un système intelligent, c'est quoi? C'est pas un système qui est trop simple, entre guillemets, qui a un trop petit cerveau, hein, c'est une image. Voilà. Si mon système est trop simple, il apprend pas bien, et donc il est voué à disparaître dans les années qui viennent. D'où mon diplodocus qui a une petite tête. Et à l'inverse, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un système qui apprend bien, c'est pas un système avec un trop gros cerveau non plus. Alors je vous enlève le petit extraterrestre qui a une trop grosse tête. Parce que s'il a une trop grosse tête, il n'a pas besoin de faire d'efforts pour comprendre ce qui lui arrive, pour comprendre les données auxquelles il est confronté. S'il ne fait pas d'efforts, il n'est pas capable d'en tirer des lois, de trouver des lois qui expliquent le monde. Et donc il va juste retenir par cœur ce qui se passe. Et s'il retient par cœur, quand il sera confronté à une nouvelle situation, il ne sera pas capable d'extrapoler ses connaissances pour en déduire quoi faire dans une nouvelle situation. Et donc finalement, le bon compromis, c'est d'avoir un cerveau ni trop grand, ni trop petit. Donc ce n'est pas les gens qui ont la plus grosse tête qui sont les plus intelligents, ni les gens qui ont la plus petite qui sont les plus bêtes. Voilà la morale du jour. Donc voilà, je vais conclure sur cette vidéo, qui est la dernière pour cette semaine. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme connaissance? Vous avez la connaissance de pourquoi est-ce qu'on fait de l'apprentissage. Parce qu'on n'est pas capable de programmer nous-mêmes, c'est trop compliqué, et donc finalement on aimerait bien que les ordinateurs se programment. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage? C'est cette méthodologie, on va dire, qui consiste à laisser l'ordinateur se programmer lui-même à partir de données qu'on va lui fournir, voire de données que l'ordinateur aurait lui-même collectées. Et puis on a vu un cas particulier assez générique d'apprentissage qui est la classification, qui consiste à prendre des données, ici des vecteurs, et à les classer comme +1 ou -1. Et puis, à travers la classification, on a pu illustrer ce que c'était qu'une frontière de décision, ce que c'était qu'un classifieur, donc une frontière qui coupe un espace en deux et qui met d'un côté des données positives et de l'autre côté des données négatives. Et puis on a vu que finalement, la difficulté de l'apprentissage, ça allait d'être de trouver cette frontière de décision à partir des données, et que cette frontière de décision, il ne fallait pas qu'elle soit n'importe comment, il ne fallait pas qu'elle soit trop simple. Le sous-apprentissage, si elle est trop simple, elle ne marchera pas. Il ne faut pas qu'elle soit trop compliquée non plus, parce que si elle est trop compliquée, elle va être trop spécifique à nos données d'apprentissage. Donc elle va finalement apprendre des cas particuliers, et donc elle ne va pas être capable de bien fonctionner dans le futur, entre guillemets, sur des nouvelles données qu'on lui fournirait. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Vendredi, vous allez me voir et on va faire en amphi un premier modèle de classification, parce que finalement, je ne vous ai pas dit quels étaient les modèles qu'on allait utiliser, je vous ai simplement expliqué des grands principes. Donc on va regarder un modèle qui est un modèle extrêmement simple, qui s'appelle les cas plus proches voisins, et vous verrez qu'avec ce modèle, on va être capable de voir justement ces effets de surapprentissage, de sous-apprentissage, et puis vous l'implémenterez en TME la semaine prochaine. Et puis les vidéos que je vous donnerai et à partir desquelles on discutera la semaine prochaine, ce sont une autre famille de modèles qui s'appelle les réseaux de neurones. Alors on fera des réseaux de neurones simples, on fera sa version plus simple qui s'appelle le perceptron, mais pour vous donner une intuition sur ces modèles que vous connaissez peut-être, qu'on appelle des réseaux de neurones, qui sont une famille de modèles de classification. Et puis comme ça, dans 2 semaines, on aura 2 modèles, les cas plus proches voisins, les réseaux de neurones, et on verra un petit peu les avantages et les inconvénients des 2 familles de modèles. À savoir que ces modèles, on les utilisera dans le futur, à la fin de l'UE, sur notre petit Pac-Man. Voilà, au revoir.